Voici votre synthèse express sur la maîtrise de l'écoute du français naturel au niveau A2. Ce guide, imaginé par un professeur lyonnais nommé Thomas, construit un pont entre le français parfait d'Emmanuel et le français rapide de la rue pour vous éviter de paniquer face à un locuteur natif. Mais pourquoi ce fossé énorme existe-t-il entre la théorie et la réalité blasironde ? Eh bien, premièrement, l'immersion imparfaite. Votre cerveau exige des conditions réelles. Viser 100% de compréhension est une erreur, capter 70% du sens, c'est suffisant. C'est comme la natation, on n'apprend pas dans un livre, et essayer d'analyser chaque goutte d'eau ou chaque mot, c'est le meilleur moyen de couler direct. Une fois dans le grand bain, quels sont les obstacles qui nous font perdre pied ? Deuxièmement, les pièges du français parlé. Le blocage vient de la vitesse, de la fusion des mots via les liaisons comme « les amis », des contractions genre « je suis » pour « je suis » et du vocabulaire familier comme « boulot » ou « bagnole ». Pourtant, le plus grand défi n'est étonnamment pas le vocabulaire, c'est littéralement la pression psychologique et le stress qu'on s'inflige soi-même. Puisque le stress est notre pire ennemi, quelle est la stratégie pour habituer notre cerveau en douceur ? Finalement, la méthode de la répétition courte. La régularité bat la durée. 10 minutes d'écoute par jour valent bien mieux que 2 heures le week-end. L'outil ultime, c'est le défi des 7 jours. Écoutez la même petite routine matinale, avec sa tartine et son métro, tous les jours, puis enregistrez-vous à haute voix. Pourquoi écouter la même chose 7 fois de suite ? Tout simplement car on vise d'abord le sens global, ensuite on repère les mots nouveaux, et enfin on assimile la prononciation. Acceptez vos erreurs comme des tremplins, plongez un peu chaque jour dans la vraie langue, et ne comparez vos progrès qu'avec vous-même. Imaginez un peu la scène. Allez-y, je vous écoute. 3 ans. On parle de 3 années entières, de cours du soir, de listes de vocabulaire mémorisées religieusement tous les dimanches. Ah oui, avec les fameux tableaux de conjugaison des verbes irréguliers. Exactement, surlignés en jaune fluo dans des petits cahiers d'exercices absolument impeccables. Le profil de l'élève modèle, quoi. C'est ça. Et là, paf, arrive enfin le voyage tant attendu à Paris. Le grand saut. Voilà. On entre dans un petit café de quartier, on s'approche du comptoir avec une confiance absolue, on ouvre la bouche pour commander un simple café crème, et le serveur répond. Et là, c'est le drame. Mais carrément. Un torrent de syllabes indiscernables, un rythme effréné, pas la moindre petite pause entre les mots. Exactement. C'est le vide total. Je veux dire, le cerveau se fige complètement. Mode panique activé. Ah, les paumes qui deviennent moites, le cœur qui bat. Ce qui devait être une simple interaction banale du quotidien, ça se transforme en une épreuve de survie terrifiante. C'est une expérience très traumatisante, en fait. Et c'est une situation presque universelle pour toute personne qui s'est déjà lancée dans l'apprentissage d'une langue. On peut être un véritable maître de la langue écrite, genre capable de lire Victor Hugo dans le texte. Et se retrouver totalement incapable de comprendre un boulanger qui demande juste si on veut une baguette bien cuite. C'est fou quand on y pense. Ce décalage est brutal, oui. C'est vraiment le mur invisible qui sépare le laboratoire stérile, disons, de la salle de classe, de l'écosystème complètement chaotique de la vraie vie. Bon corticonsin. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un manuel vraiment fascinant, intitulé Mastering Natural French Listening et Guide for A2 Learners. C'est conçu spécifiquement pour le niveau A2. Le niveau critique, en fait. C'est ça, un niveau où l'on a les bases, mais où l'on reste très vulnérable. L'objectif de notre exploration aujourd'hui pour notre auditoire, c'est de comprendre pourquoi cette méthode purement théorique nous trahit si violemment à l'oral. Et surtout, comment en sortir ? Tout à fait. On va analyser la mécanique de ce blocage et on va extraire les stratégies d'entraînement concrètes proposées par ce guide pour enfin réussir à déchiffrer ce flot de paroles ininterrompu. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la racine même du problème. En fait, l'apprentissage académique, il repose sur une immense illusion. Laquelle ? L'idée que le langage parlé, ce n'est qu'une version lue à voix haute du langage écrit. Ah oui, le fameux mythe. Or, un professeur qui articule lentement, dans le silence absolu d'une salle de classe, avec une diction parfaite, ce n'est pas du français naturel. C'est presque du langage de laboratoire. Complètement. C'est une version distillée, modifiée spécialement pour être digérée facilement par les élèves. D'ailleurs, la source utilise une analogie avec la natation qui illustre ça à la perfection. Ah oui, j'ai adoré ce passage. Imaginons quelqu'un qui veut apprendre à nager. Cette personne lit des encyclopédies entières sur la physique des fluides. Elle étudie des schémas ultra complexes de la technique du crawl. Elle comprend même intellectuellement la résistance de l'eau sur le corps humain. Exactement. Mais si on jette cette personne dans l'océan Atlantique en plein hiver, sans qu'elle n'ait jamais touché l'eau avant, que va-t-il se passer ? Elle va couler comme une pierre. Elle va couler.
Parce que la théorie ne prépare pas au choc physique. Parce que le corps n'a jamais ressenti le choc thermique de l'eau froide, ni la perte d'appui, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Le cerveau a un besoin biologique, un besoin purement neurologique, d'entendre la langue dans des conditions réelles, Pour s'adapter. pour que les circuits auditifs s'adaptent à la vraie mélodie, aux vraies fréquences, au vrai chaos sonore. Étudier la grammaire dans un livre, c'est lire le manuel de natation sur le bord de la plage. Et comprendre le français naturel, c'est le choc de l'eau froide. Il faut sauter dans le grand bain. Il n'y a pas le choix. Pour filer cette métaphore avec une touche un peu plus artistique, ça m'a fait penser à la musique. C'est un peu comme étudier une partition de musique classique en silence dans son salon. C'est une belle image. On sait que les violons entrent à la mesure 4, on comprend parfaitement les silences, on lit toutes les notes sur le papier. Mais on manque le volume, l'émotion de la salle, la fusion des instruments entre eux. Tout le côté organique, en somme. Voilà. Le français parlé dans la rue par des natifs, c'est l'orchestre en pleine représentation, avec des musiciens qui improvisent un peu, qui jouent parfois un peu trop vite, qui font des erreurs. C'est une excellente métaphore. Et ça soulève une réalité psychologique très lourde pour les gens qui apprennent. Et justement, c'est là que ça coince, non? J'ai l'impression qu'au niveau A2, on a tous ce réflexe du très bon élève. On veut le contrôle absolu. C'est ça. On veut comprendre chaque instrument de l'orchestre séparément. Dès qu'on entend une phrase, le cerveau se met en mode traduction automatique, mot à mot. Ce qui est une erreur fatale. Mais quand on écoute cet orchestre pour la première fois au niveau A2, le but est-il vraiment de comprendre chaque note, chaque mot? Non, absolument pas. Et c'est vraiment la première grande libération que propose cette approche. Le but n'est pas de tout comprendre. C'est dur à accepter, quand même. Très dur. C'est même une erreur stratégique majeure d'essayer. Vouloir traduire mentalement chaque mot, c'est comme essayer d'attraper chaque goutte d'eau pendant un orage. On finit complètement épuisé. Épuisé, frustré et complètement trempé sans avoir rien retenu. On sature la machine, en fait. Exactement. Le processeur surchauffe. Exactement. Il faut bien comprendre que le cerveau a une capacité de traitement de l'information qui est très limitée. Si on s'arrête sur un mot inconnu à la seconde numéro 1, La personne en face, elle continue de parler tranquillement. voilà. À la seconde numéro 3, on a déjà manqué la suite de la phrase, et là, le blocage cognitif est total. Le rideau tombe. Donc la solution, c'est d'accepter de ne pas savoir. L'objectif, c'est d'accepter le flou. C'est de viser une compréhension globale de la situation, de deviner par le contexte. Ce qui demande une certaine dose de courage. D'ailleurs, le guide le rappelle très bien, même les francophones natifs ne comprennent pas toujours chaque syllabe prononcée par un autre natif, surtout dans un environnement bruyant comme un bar ou le métro. C'est vrai, on passe notre temps à combler les trous sans s'en rendre compte. Le cerveau humain est une machine à faire des déductions contextuelles. Bon, d'un côté c'est super rassurant, mais en pratique, je suis honnête, c'est incroyablement difficile de lâcher prise comme ça. L'ego en prend un coup. Mon cerveau veut absolument ce contrôle. Et ça nous amène à la mécanique pure du problème. Qu'est-ce qui rend ce français parlé si, disons, impénétrable ? Le guide identifie 4 grands défis, et on dirait qu'il y a une sorte d'effet domino, n'est-ce pas? C'est un effet domino redoutable, oui. Le premier obstacle, le plus évident, c'est la vitesse brute. Ça va trop vite. Les natifs parlent vite, mais surtout, ils parlent de manière complètement continue. En français, il n'y a pas d'espace marqué entre les mots à l'oral. C'est un mur de son. Contrairement à d'autres langues, oui, c'est un flux ininterrompu. On appelle ça l'enchaînement vocalique et consonantique. Et cette fameuse vitesse nous amène directement au deuxième obstacle, ce que le document appelle la signature acoustique du français. Les contractions et les liaisons. C'est ça, la vitesse force littéralement les mots à fusionner entre eux. Absolument. La bouche humaine, par nature, cherche toujours le chemin de moindre résistance. À pleine vitesse, on ne fait pas de pause pour articuler soigneusement chaque lettre. Faisons un petit test pour notre auditoire. Sur le papier, disons dans le manuel de niveau A1, on apprend la phrase classique « je ne sais pas ». Très utile. C'est net, c'est carré, 4 mots bien distincts. Je, ne, sais, pas. Mais dans la rue, à pleine vitesse, le ne disparaît. Le ne saute presque toujours à l'oral. Le je et le sais se percutent violemment, et ça donne quoi au final? Ça donne « je sais pas Voilà, je sais pas, 2 petites syllabes. au lieu de 4 mots. Comment un cerveau de niveau A2 qui cherche désespérément un je, un ne, un c'est et un pas dans sa base de données peut-il décoder ce je sais pas sans paniquer? C'est quasiment impossible sans entraînement. Et c'est la même chose pour les liaisons. Le manuel enseigne sagement les amis. Mais l'oral dit « les amis ».
Le mot semble soudain commencer par la lettre Z. C'est terrifiant pour un débutant. Si on relie ça à la situation globale, on comprend vite que la langue parlée n'est pas un assemblage de petits blocs Lego fixes qu'on emboîte. C'est une bonne image, les blocs Lego. C'est plutôt de la pâte à modeler. Les mots fondent les uns sur les autres. Et c'est là que le troisième obstacle du guide entre en jeu et vient ajouter de la confusion lexicale à toute cette confusion phonétique. Ah oui, le fameux registre familier. L'argot du quotidien. Exactement. Le manuel vous enseigne laborieusement que le lieu où l'on gagne sa vie, c'est le travail, et que le véhicule à 4 roues avec un moteur, c'est une voiture. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais sur le terrain, notre apprenant va entendre que son collègue va au boulot avec sa bagnole. Et boulot ou bagnole, ça ne ressemble même pas de loin à travail ou voiture. Zéro ressemblance phonétique. Il n'y a aucune racine commune à laquelle se raccrocher. Donc, si on résume le cauchemar actuel, on a un flux ininterrompu de mots fondus ensemble comme « je sais pas » ou « j'amis », C'est ça. saupoudrés d'un vocabulaire totalement inconnu comme « boulot », Ça fait beaucoup d'un coup. et c'est là que le quatrième obstacle frappe. Et d'après la source, c'est peut-être le plus destructeur de tous. L'obstacle purement psychologique. Le stress. Oui. Et il faut bien comprendre que le stress, dans ce contexte, n'est pas juste un vague sentiment d'inconfort ou de timidité. C'est physique. C'est une réaction physiologique violente. Quand l'apprenant se répète en boucle dans sa tête « je dois comprendre, mon Dieu, je dois tout comprendre » et qu'il n'y arrive évidemment pas, le cerveau perçoit cela comme une menace réelle. Une menace vitale, carrément. L'amygdale s'active, le fameux détecteur de fumée de notre cerveau. Tout à fait. L'amygdale prend le contrôle, le cortisol inonde le système nerveux et on passe en mode archaïque de combat ou fuite. Le fameux fight or flight. Exactement. Et sur le plan purement neurologique, quand ce mode survie s'enclenche, les zones du cortex préfrontal qui sont responsables de l'analyse complexe, de la mémoire de travail et du décodage linguistique, eh bien elles se ferment. Elle se ferme Littéralement. Le stress ferme l'accès au dictionnaire mental. On devient incapable de se rappeler un mot qu'on connaissait pourtant par cœur la veille. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On réalise que l'incapacité à comprendre le serveur parisien n'est pas seulement due à un manque de vocabulaire. Non, c'est mécanique. L'anxiété sabote physiquement notre capacité auditive. C'est un cercle vicieux diabolique, en fait. On n'entend pas bien, je sais pas, alors on stresse. Et parce qu'on stresse, on devient biologiquement sourd à la phrase qui suit juste après. La panique crée la surdité. C'est effrayant. C'est le mécanisme exact. Mais alors, on a un énorme paradoxe ici. Le guide nous dit « détendez-vous pour comprendre ». Mais comment, concrètement, dire à son cerveau de se détendre quand il a l'impression d'être sous une pluie de météores linguistiques à toute vitesse? C'est la grande question. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton zen et hop, l'amygdale se calme. Comment s'entraîner sans paniquer? C'est là que les conseils abstraits des vieux manuels trouvent leurs limites. Dire « détends-toi » à quelqu'un qui panique, franchement, ça n'a jamais fonctionné dans toute l'histoire de l'humanité. Ah ça, c'est bien vrai. C'est même pire. Pour désamorcer cette alarme neurologique, il faut contourner l'amygdale. Et pour ça, le guide propose de créer un environnement d'apprentissage totalement prévisible. Un environnement sécurisé. Voilà, un bac à sable. Un bac à sable linguistique. J'aime beaucoup cette idée. Un endroit virtuel où l'on peut trébucher et tomber sans se faire mal. Et concrètement, dans ce guide, ce bac à sable, c'est la fameuse histoire de Thomas. Oui, le document d'étude nous propose de décortiquer une histoire courte, spécialement scénarisée pour ce niveau A2. Alors, regardons ça de plus près. Qui est ce fameux Thomas qui va nous sauver du stress? Thomas est un professeur de français qui habite à Lyon. Et le texte nous raconte simplement sa journée type, de la toute première à la dernière minute. Je vais être totalement honnête avec vous. En lisant le script de la journée de Thomas, j'ai eu une réaction assez vive. Vous avez trouvé ça ennuyeux? C'est peu le dire. Je résume pour notre auditoire. Thomas se lève à 7 heures. Il mange une tartine, donc ce concept très français de pain avec du beurre et de la confiture. C'est un grand classique. Ensuite, il fait un trajet de 30 minutes en métro. À midi, il déjeune à la cantine. Il nous dit que c'est un moment convivial avec ses collègues. C'est très ordinaire. Puis il rentre chez lui à 17 heures, il cuisine un peu, il écrit dans son petit journal intime et il s'endort à 23 heures. Et voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. C'est d'une banalité absolue. Je me suis dit, pourquoi diable forcer des adultes qui ont des cerveaux complexes, des carrières, des passions, à étudier la routine matinale ultra ennuyeuse d'un professeur fictif? C'est une réaction très commune.
Est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque en étudiant une routine aussi basique de limiter son apprentissage et tout simplement de s'endormir d'ennui avant même d'avoir appris un mot de français? Cela soulève une question importante sur ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. Pourquoi la source choisit-elle la banalité extrême? Oui, pourquoi? Précisément parce que le cerveau adulte est complexe. Imaginez qu'on demande à cet apprenant de niveau A2 d'écouter un débat géopolitique sur l'économie européenne en français naturel. Oula, la migraine assurée. Que se passe-t-il son nez? Il doit gérer deux immenses défis en même temps. D'un côté, décoder des concepts intellectuels et philosophiques nouveaux, Et de l'autre? et de l'autre, décoder des sons inconnus qui arrivent à toute vitesse avec des liaisons partout. La surcharge cognitive est immédiate. Le processeur plante à nouveau. Et le stress de l'amygdale revient au galop. Ah, je vois où vous voulez en venir. On retire toute la complexité de l'histoire pour libérer de la bande passante mentale. Et exactement. L'ennui apparent de la routine de Thomas, c'est en fait une arme pédagogique redoutable. Le cerveau sait déjà par avance ce que fait un être humain normal le matin. Oui, on se lève, on mange, on prend les transports, on bosse. Puisque le scénario est totalement prévisible de bout en bout, le cerveau n'a pas du tout besoin de deviner l'action ou de comprendre un rebondissement inattendu. Il est en terrain conquis. Voilà. Et donc, il peut allouer 100% de son énergie et de son attention à écouter le son de cette action, comment ces mots sont prononcés, comment ils s'enchaînent. C'est brillant. On neutralise l'amygdale par la prévisibilité de l'histoire. Exactement. Et tout cela repose sur une règle d'or de l'apprentissage des langues, détaillée dans le guide 1, la règle des 70%. La règle des 70%, expliquez-nous ça. Pour progresser sans déclencher la panique, il faut s'exposer à un contenu où l'on comprend déjà, de manière assez intuitive, environ 70% de ce qui est dit. D'accord. Et les 30% restants? Ce sont les 30% restants qui constituent la zone de croissance. C'est dans cette marge qu'on va découvrir le mot tartine, qu'on va deviner le sens de cantine ou apprendre l'adjectif convivial. C'est l'étirement musculaire, mais pas la déchirure. On stagne, on n'apprend rien. Logique. Mais si on ne comprend que 20%, On panique, on se sent nul et on abandonne. exactement. Toute la journée de Thomas est construite sur cette ingénierie très précise des 70%. D'accord, je fais mon mea culpa. Je retire toutes mes critiques sur le pauvre Thomas. Son emploi du temps banal, c'est en fait un bouclier anti-stress sophistiqué. C'est exactement ça. Mais bon, avoir ce fameux bac à sable, s'asseoir sagement dedans, ça ne suffit pas. Je veux dire, écouter distraitement cette histoire une seule fois en faisant la vaisselle, ça ne va pas miraculeusement nous faire comprendre les liaisons complexes des Parisiens. Ah non, sûrement pas. Alors, quelle est la mécanique concrète de l'entraînement? Comment on passe de cette théorie rassurante à la véritable musculation de l'oreille? Le guide propose une méthodologie très stricte, basée sur deux piliers, la répétition et l'intention. Le tout premier principe, c'est la fréquence, C'est-à-dire? la régularité. Oui. La plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité physique du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales, réagit infiniment mieux à une petite stimulation quotidienne qu'à un gros marathon hebdomadaire. Donc, 10 montres de concentration par jour valent bien mieux que 2 heures intenses le dimanche soir. Indéniablement. Le cerveau a besoin de dormir sur l'information pour la consolider. Ensuite, la source introduit la fameuse technique des 3 écoutes. Ah oui, j'ai noté ça. On n'écoute pas du tout l'histoire de Thomas de la même manière à chaque fois. Pas du tout. La première écoute, c'est un survol. On accepte le flou. On ne met pas sur pause, on cherche juste à valider le contexte global de la scène. Ok, là il parle de son trajet du matin. On repère la forêt sans s'attarder sur chaque arbre. C'est une bonne image. La deuxième écoute, par contre, elle est chirurgicale. Là, on a le droit de mettre sur pause, on isole les mots qui posent problème, on connecte le son au texte écrit si on l'a. C'est la phase d'analyse pure et dure. Voilà. Et enfin, la troisième écoute. On lâche le texte et on se reconcentre uniquement sur la musique de la langue. Exactement. Sur les liaisons, le rythme, la manière dont Thomas avale certaines syllabes, comment il prononce « je me lève » très vite. Et pour transformer toute cette théorie en habitude concrète, le guide propose un défi sur 7 jours. Le fameux défi de la semaine. Écoutez cette même histoire banale tous les jours avec cette méthode des 3 écoutes. L'idée est de créer une fondation inébranlable dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour notre propre routine langue? Ça demande de la discipline. Ça ressemble à s'y méprendre à un entraînement sportif de haut niveau, en fait. Un joueur de tennis professionnel, il ne tente pas un nouveau mouvement à chaque entraînement. Surtout pas. Il répète son coup droit basique 1000 fois, de manière hyper consciente, jusqu'à ce que la mémoire musculaire s'en empare et que le geste devienne un pur réflexe. Ici, on forge la mémoire musculaire de l'oreille.
C'est fascinant. Et pour soutenir ça sur le long terme, le guide propose tout un écosystème de ressources. On va pas passer sa vie avec Thomas, heureusement. Non, Thomas n'est que la rampe de lancement pour débloquer l'amygdale. Ensuite, il faut diversifier ses apports linguistiques, mais toujours en gardant en tête cette fameuse règle des 70% de compréhension. Le document cite d'excellentes ressources. Des podcasts spécialement adaptés comme Inner French, Très connu, oui. ou le journal en français facile de RFI, où le rythme des journalistes est ralenti mais reste très naturel. Le guide suggère aussi de regarder des vlogs sur YouTube, des vidéos de cuisine. Ce qui est une stratégie très maligne. Ah oui? Pourquoi les vidéos de cuisine en particulier? Parce que dans une vidéo de recette, l'image montre exactement, en temps réel, ce que les mots disent. On voit le chef verser la farine et on entend le mot farine au même moment. Le contexte est immédiat. Ah, bien sûr. Le contexte visuel est un tuteur exceptionnel pour le cerveau. Ça l'aide à deviner sans stresser. C'est la béquille parfaite. Les séries pour enfants sont aussi mentionnées. Et bien sûr, les incontournables applications comme Duolingo, Babbel ou Bouzou. Mais avec un avertissement très clair de la part de l'auteur. Oui, très clair. Ces applications sont de formidables outils ludiques pour mémoriser du vocabulaire rapidement dans le métro. Mais elles sont trop cliniques, trop artificielles. Leur voix de synthèse ou leurs phrases isolées ne peuvent pas remplacer la boue, le bruit de fond et les liaisons bizarres du français réel de la rue. Elles sont un complément, pas le plat principal. Absolument. Mais au milieu de tous ces super conseils d'écoute, j'ai remarqué quelque chose dans le guide qui m'a vraiment fait tiquer. Qu'est-ce donc? Le point culminant du fameux défi des 7 jours. L'étape ultime du processus demande à l'apprenant de se filmer ou de s'enregistrer avec le dictaphone de son téléphone en train de raconter sa propre journée à voix haute. En utilisant les structures du texte de Thomas. Voilà. Dire des choses comme « je me lève, je prends le métro, je vais au boulot », mais attendez une minute. Le but de tout ce guide, la promesse du manuel, c'est d'améliorer l'écoute naturelle. C'est le titre, oui. Alors pourquoi la source demande-t-elle de faire un exercice d'expression orale à la toute fin? N'est-ce pas un hors-sujet total par rapport à la compréhension auditive? C'est une réaction très légitime et beaucoup d'apprenants se posent la question. On a tous tendance à séparer l'écoute et la parole comme s'il s'agissait de deux départements totalement isolés dans le cerveau. Comme deux tiroirs différents. Voilà. L'oreille d'un côté, la bouche de l'autre. Mais la neurologie moderne nous prouve exactement le contraire. Ah bon? Il y a une boucle de rétroaction extrêmement intime entre notre appareil phonatoire, donc notre bouche, notre langue, nos cordes vocales, et notre cortex auditif. C'est-à-dire? Le simple fait de parler modifie physiquement la façon dont on entend les choses. Précisément. Quand vous forcez consciemment vos propres lèvres, votre propre langue à articuler la contraction « je sais pas » ou à faire la liaison rapide dans « les amis », vous envoyez un signal neurologique très puissant à votre cerveau. On crée un précédent en quelque sorte. Vous créez une véritable carte motrice, une empreinte de ce son. Et il s'avère que, pour décoder ultra rapidement la parole de quelqu'un d'autre, notre cerveau simule de manière imperceptible les mouvements que cette autre personne est en train de faire avec sa propre bouche. Waouh! Attendez, c'est incroyable ça. Donc, si ma propre bouche sait physiquement, musculairement, comment fabriquer l'argot français ou les liaisons rapides, Oui, mes oreilles le reconnaîtront instantanément par mimétisme quand un Parisien le prononcera devant moi. c'est exactement le principe. L'expression orale active, le fait de prononcer soi-même physiquement ces sons familiers, ça sert de catalyseur. Ça accélère et consolide massivement la compréhension auditive passive. C'est fou. C'est comme huiler les rouages des deux côtés de la machine en même temps. C'est la boucle parfaite de l'apprentissage. C'est absolument brillant. Franchement, si on prend un peu de recul sur cette plongée au cœur de l'apprentissage naturel, on réalise qu'on a affaire à un changement de paradigme complet pour les étudiants. Une vraie révolution de méthode. Apprendre à écouter le vrai français, le français de la rue, ce n'est pas ajouter des couches et des couches de règles de grammaire complexes surlignées en jaune. Surtout pas. C'est plutôt accepter de retirer son armure d'élève parfait. C'est accepter de plonger dans l'eau froide de l'océan, de tolérer l'inconfort initial du froid. Accepter de ne pas tout maîtriser. Et comprendre, au fond, que les mots fondus, comme « je sais pas », ou l'argot, comme « bagnole », ce ne sont pas de vilaines erreurs de langage à corriger, mais la musique même de la langue vivante. Et c'est accepter que la perfection absolue est un mythe paralysant. Le but de la communication humaine n'est pas le 100% de compréhension académique, c'est l'adaptation. L'autorisation de relâcher la pression, de dire « ce n'est pas grave si je ne saisis pas ce mot »,
C'est probablement le message le plus thérapeutique de tout ce processus. Totalement d'accord. Cibler ces fameux 70% de confort. Laisser tranquillement notre cerveau faire son travail naturel de déduction contextuelle. Et utiliser la répétition de routines d'une banalité rassurante, comme celle de Thomas. Oui, pour forger doucement, sans stress, nos réflexes neuronaux. C'est un long voyage qui sera forcément fait de percées soudaines où l'on comprend tout et de moments de brouillard épais où l'on se sent perdu. C'est normal, c'est le cheminement naturel. Et comme le rappelle si sagement cette approche, la pire chose à faire, c'est de regarder la progression des autres apprenants. La seule comparaison valable dans cet apprentissage, c'est avec soi-même hier. La bienveillance envers son propre cerveau est la condition sine qua non pour que tous ces merveilleux outils neurologiques et mécaniques fonctionnent. L'anxiété est vraiment le pire ennemi de la fluidité. Absolument. Et pour terminer cette exploration, j'aimerais lancer une petite réflexion à notre auditoire. Une idée qui dépasse, je crois, le simple cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère. Je vous écoute. On vient de voir que réécouter de manière extrêmement intentionnelle une histoire super banale, disséquer ses intonations, repérer ses silences, ça permet à notre cerveau de capter des détails émotionnels et contextuels incroyables. C'est indéniable. Alors, imaginons un instant que nous appliquions cette même technique d'écoute, cette écoute active et chirurgicale, directement dans notre propre langue maternelle. Oh, c'est une piste intéressante. Imaginez l'impact si demain matin, nous écoutions la routine soi-disant banale de notre partenaire, de nos enfants ou de nos amis, avec cette même concentration féroce, cette même attention aux détails. Au lieu de juste hocher la tête. Exactement. Si on ne se contentait plus d'entendre le sens global du classique « ma journée s'est bien passée », mais qu'on cherchait activement à décoder le rythme, la petite hésitation dans la voix, la musique cachée derrière les mots. La mélodie de l'émotion, en fait. Ne pourrions-nous pas découvrir des liaisons émotionnelles subtiles, des non-dits profonds que nous manquons tous les jours par pur excès de familiarité et de confiance ? C'est une excellente question qui donne vraiment à réfléchir sur notre façon de communiquer au quotidien. C'est une pensée à garder avec soi pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante dans les méandres de l'écoute et du cerveau. C'était un plaisir. À notre auditoire, continuez à tendre l'oreille, restez toujours curieux et à très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur du savoir.